Bienvenue à tous sur Monaco Info et à la fois sur le site des rencontres philosophiques de Monaco, le www.philomonaco.com. Après l'écologie mardi et l'éducation hier, eh bien, nous allons parler du soin aujourd'hui. Alors avant de commencer, c'est vrai que je voudrais tout particulièrement remercier les rencontres philosophiques de Monaco qui sont présidées par Charlotte Casiraghi, puisque eh bien, grâce à tout ce qui est entrepris par ces rencontres, la philosophie passe un beau et véritable cap en principauté et même ailleurs, puisque la philosophie ne se limite plus à cette fameuse classe de terminale. Elle investit véritablement la cité. Et ce café philosophique avec vous tous ce matin en est la preuve. Alors à mes côtés, le professeur Bruno Carbone. Vous êtes bien sûr le chef de service gynécologie obstétrique du centre hospitalier Princesse Grasse. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi le docteur Jean-François Assier, qui est chef de service soins de support et soins palliatifs du CHPG également. Ensuite, nous avons Zonea Zaric, vous êtes philosophe, je l'ai bien prononcé. À vos côtés, Chantal Birman, vous êtes sage-femme. Et bien évidemment, Amos Zverer, merci, vous êtes psychanalyste et psychologue clinicien. Nous aurons ensuite Frédéric Spinierny. Vous êtes philosophe, directeur d'hôpital également. Et d'ici peu, nous serons rejoints par Cynthia Fleury, qui est philosophe et psychanalyste. Alors avant de véritablement, lancer la discussion, j'invite, comme hier et avant-hier, le public qui souhaiterait rester avec nous pour écouter cette discussion, cette conversation avec tous les intervenants que je viens de nommer. N'hésitez pas à vous rapprocher, à écouter et à poser aussi vos questions en lien avec le sujet. Si, parce que ça a été le cas un petit peu hier ou avant-hier, certaines personnes et en conférence seraient un petit peu timides, n'hésitez pas non plus peut-être à écrire votre question et nous la lirons devant la caméra pour vous afin que tous ces spécialistes y répondent. Alors comme je le disais, nous sommes aujourd'hui ici pour parler du soin, donc on va littéralement rentrer dans le vif du sujet avec cette première question et comme je vous le disais précédemment, c'est de manière très, très informelle, donc vous prenez le micro si vous souhaitez répondre à cette question. Que signifie pour vous soigner avec humanité ? Et voilà, courageuse, la première. Mais j'attends un peu de soutien. On en parle souvent, je pense. Tout le monde a été amené à dire on manque d'humanité. L'hôpital manque d'humanité, à la rue on manque d'humanité, nos institutions manquent d'humanité. Et je me demande qu'est-ce qui se cache derrière ce mot humanité. Est-ce que c'est le soin, la compassion? Est-ce que c'est la bienveillance, tout simplement? Est-ce que le droit suffit, le fait d'être protégé par des institutions, la sécurité sociale? Ou est-ce qu'il y a un plus qui est malheureusement perçu comme un luxe, souvent? Juste d'être tourné vers l'autre, attentif, bienveillant et... En fait, c'est la discussion qu'on aura cet après-midi. Est-ce qu'on peut soigner sans compassion? Est-ce qu'on peut juste être dans la technique, dans un partage asymétrique souvent entre médecin et patient? Ou est-ce qu'il faut chaque fois que cette relation individualise, qu'elle parle à la personne, pas à la maladie? Et voilà les sujets qui sont bien connus et chers à mes collègues, à mes amis ici, donc peut-être je passe le micro. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a une demande de soins avec humanité, alors que progresse exactement son contraire. C'est-à-dire le fait de soigner rapidement. Donc il y a la question du temps. Soigner avec humanité, généralement c'est aussi, on entend prendre son temps avec le patient. On a des soins qui sont évidemment techniques. On a une forte demande de production aussi de soins pour accueillir le plus de patients possible. Donc on a à la fois les formations de soignants, moi j'ai découvert les formations humanitude maintenant, aux bienveillances comme on disait avant, qui se développent. Mais parce que je pense que c'est aussi un réflexe qui est pris, ou en tout cas une voie qui est souhaitée par les soignants, parce que l'environnement, en tout cas de ce qu'on connaît dans les établissements de santé, l'environnement
réduit aussi ce champ-là parce qu'il y a voilà, encore une fois, il y a une vitesse qui doit être prise. Il y a beaucoup de protocoles. Donc je pense que les deux progressent en parallèle. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, pour moi, c'est prendre le temps et écouter. Et c'est des dispositions que généralement les soignants ont dans leur formation. Je pense que c'est même une vocation. Et quand ils arrivent sur le lieu de soins, cette vocation, elle est un peu biaisée ou elle est contredite. Donc je pense que c'est aussi ce phénomène-là qui nous intéresse dans comment mieux soigner ou comment effectivement re-soigner avec humanité. Moi, il me semble que l'humanité, le goût des autres, le goût de soigner les autres, ça fait partie de la vocation, enfin des aspirations de toute personne qui s'engage dans un métier de soin. C'est-à-dire qu'on ne s'engage pas dans un métier d'infirmière, de soignant en général, si on n'a pas un tout petit peu cette appétence, cette attirance vers le fait de soigner les autres. Et il y a plusieurs choses qui font que cette aspiration, elle est contrariée. La première, je pense, c'est au moment des études, parce que pendant les études, on voit des modèles, on voit des seniors, des médecins, des gens qui sont censés nous enseigner et être nos modèles, et qui ont des comportements qui parfois nous choquent. On voit des choses qui ne sont pas exactement en phase avec l'idée qu'on se fait du soin. Mais comme on est étudiant en médecine, étudiant infirmier, infirmière, on n'a pas l'œil critique, on n'a pas la capacité à dire non, c'est pas comme ça que je voudrais faire. On n'a pas d'idée, on reproduit les modèles qu'on a vus. Et il y a des modèles qui ont été et qui sont encore, je pense, parfois maltraitants, qui ne sont pas forcément des modèles justement bienveillants ou bien traitants. Donc je crois que ça, c'est la première chose qui contrarie cette aspiration de soins et d'humanité. Et la deuxième, c'est, aujourd'hui on le voit beaucoup, on en parle beaucoup dans les médias, c'est les contraintes matérielles, les réductions d'effectifs, le fait que je crois qu'il n'y a pas de personne plus motivée par son travail qu'un soignant. Pour qu'un soignant s'arrête de travailler, par exemple, se mettre en arrêt de travail, il faut vraiment qu'on ait beaucoup tiré sur la corde. Et on le voit aujourd'hui parce qu'il n'y a qu'une infirmière pour 20 malades dans un service qui est très chargé. Et je crois que tout ça, ça va à l'encontre des objectifs qu'on devrait avoir en termes de qualité de soins. Peut-être dire que, bon, là, je suis sur une position un petit peu particulière parce qu'en tant que sage-femme, à l'intérieur de l'hôpital, je pense qu'il n'y a pas d'autres professions qui sont sur la physiologie et non pas sur la pathologie. Donc, quand on pense le soin des sages-femmes, on est vraiment, vraiment dans l'accompagnement. Qui dit accompagnement dit temps hospitalier, c'est la seule chose qui n'est pas comptabilisée aujourd'hui à l'hôpital. Alors, bon, vous avez entendu, mais alors là, on est au cœur même de l'art de la sage-femme. Alors, quel type d'accompagnement, puisque c'est ça notre soin à nous, je dirais que c'est se laisser atteindre par l'autre. Et donc, cheminer avec l'autre dans cette atteinte de soi-même. Voilà, c'est ça que je dirais. Alors, je vais dire des éléments que je vais reprendre tout à l'heure, mais c'est pas grave, j'anticipe un petit peu. Je pense que c'est important de faire une distinction entre la maladie du malade, c'est une proposition qu'a fait Canguilhem, et la maladie du médecin. C'est-à-dire qu'on peut soigner une maladie de quelqu'un qui est malade, techniquement, médicalement, donner des médicaments, etc. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi la manière dont un sujet vit sa maladie, c'est-à-dire la manière dont il vit cette conjoncture extraordinaire dans laquelle il rencontre la finitude, la complétude, son propre histoire, son rapport à son propre corps. Parfois même, il y a des gens qui, suite à une maladie, c'est une grande chance dans leur vie. Tout d'un coup, ils commencent à vivre à ce moment-là. Donc, il y a tout un rapport tout à fait subjectif à la maladie. Et ces rapports subjectifs à la maladie, me semble-t-il, doivent être en côte à côte avec le rapport médical, technique d'un soin concret, de médicaments, etc., qu'il faut pour sauver les somas. Ça, c'est une chose, bien sûr. Mais il faut aussi prendre en compte le rapport du sujet à sa propre maladie. Et c'est là, je pense que c'est une dimension très importante qui doit être prise en compte. Et comme vous disiez tout à l'heure, se laisser atteindre par l'autre, concrètement, comment ça peut se passer? Par plus peut-être de discussion, d'échange avec le patient? Oui, ce que je souhaiterais dire, c'est que je partage l'idée de Bruno Carbone qu'à la base, toute personne qui s'engage dans le métier de soins ou dans le métier médical
je pense, a une volonté de soigner avec humanité, une volonté de bienveillance également. Et je pense que c'est vrai que le système corrompt un petit peu cette chose-là, malheureusement. Donc je pense qu'il faut beaucoup réfléchir à ça. Par rapport à la compassion, à l'humanité que l'on souhaite tous mettre dans le soin, moi je me permets de porter l'attention sur le risque d'effets secondaires de cette façon de voir les choses. Je pense qu'une médecine, un soin qui serait trop technique, il y a un côté d'arrogance un petit peu du technicien. Mais le soignant ou le médecin qui se voudrait ou qui se penserait être vraiment dans l'humanisme, dans la bienveillance, je pense qu'il peut avoir aussi une forme d'arrogance aussi dans ce sens-là. Et peut-être que de trop vouloir se mettre à la place du malade, peut-être on peut retirer un petit peu sa place au malade. Donc c'est voilà, quelque chose que j'essaierai de développer cet après-midi. Ça me paraît pour moi, dans mon expérience, quelque chose d'important à penser. Et avec votre expérience à tous, si je vous entends, est-ce que vous diriez que le soin s'est peu à peu détaché alors de la compassion ? Alors, je ne pense pas que le soin se soit détaché. Je crois que on en parle de plus en plus. Je crois que pendant très longtemps, on a considéré que cette aspiration à l'humanité suffisait. Et on a pu constater qu'il y a des soignants qui sont, entre guillemets, plus humains que d'autres ou plus attentifs aux patients, plus à l'écoute que d'autres. Et on n'a pas cherché à corriger ça. On s'est dit, voilà, il y en a qui sont plus comme ça que d'autres. Il y en a qui sont un peu caractériels, mais voilà, c'est quand même un bon chirurgien. Il a beau être... il a son caractère, mais finalement, c'est quand même quelqu'un de bien. Et voilà, on ne peut pas faire de la bonne chirurgie ou de la bonne médecine sans avoir cette compassion. Malheureusement, on a toujours considéré que c'était quelque chose qui était irréversible et incorrigible. Et moi, pendant mes études, j'ai passé 6 mois en Grande-Bretagne et j'ai vu un abord complètement différent du lien avec le patient. Et en particulier, on enseignait aux étudiants le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis d'un patient, comment on explique certaines choses, comment on peut avoir une attitude compassionnelle, même si ça n'est pas forcément son fond intime. Et je crois que c'est des choses qui, fondamentalement, s'apprennent et ça apprend aussi à ceux qui enseignent, parce que c'est des choses dont on se préoccupait pas vraiment, mais je pense que les enseignants qui sont en charge de ce type de formation s'interrogent aussi eux-mêmes sur la manière de se comporter avec les patients. Et ça, je crois que c'est très important. Vous parliez tout à l'heure d'études d'humanitude. Je crois que vraiment l'humanité, c'est pas forcément instinctif et ça s'apprend et il faut absolument qu'on insiste beaucoup dans ce sens-là. Ou peut-être c'est justement instinctif et qu'on le désapprend au fur et à mesure des institutions de la vie, oui. Mais heureusement, je dis que Frédéric est directeur de l'hôpital et philosophe. Donc, ce n'est pas les managers à la tête des hôpitaux, ce qui est, je trouve, assez quand même un pas vers la direction dont on parle. Mais par rapport à cette compassion, est-ce qu'elle peut être arrogante, asymétrique, etc. J'ai eu l'expérience récemment de parler au congrès de gynécologie. Et j'ai donné un exemple, tout simplement à quel point les mots peuvent être soit violentes, soit soignantes. Donc souvent, confrontés à un manque du temps, les médecins se permettent certaines phrases ou manières de parler. Notamment, je pense à l'Institut de Saint, une situation à laquelle j'ai assisté. Donc à une femme, on a demandé en vitesse, en lui annonçant son cancer, les traitements potentiels. Est-ce que vous voulez garder votre sein ? Comme si on demandait est-ce que vous voulez garder votre manteau. Et juste comme ça, en arrogance, en vitesse, et on attendait la réponse, on la regardait, pourquoi elle ne répondait pas, comme si c'était... Donc là, pour dire que est-ce que c'est quelque chose que cette personne a désappris, elle s'est blindée, elle s'est habituée à penser qu'à la technique, à des solutions, elle a oublié à quel point la violence de ce parcours, et on sait même statistiquement quand on fait une annonce au malade que on entend, la personne malade, le patient, entend que chaque 5e mot, que c'est un moment traumatique, qu'on n'est même pas capable d'où le fait qu'on est souvent assisté par un proche
accompagner pour pouvoir, après coup seulement, parfois des mois après, comprendre ce qui nous arrive, le vivre, un peu ce que tu disais, Amos, par rapport à la singularité du vécu d'une maladie que peut être tout autre pour deux patients atteints d'une même maladie. Donc je pense que finalement, il s'agit de choses assez simples qu'on a peut-être juste mis en périphérie, on n'a pas assez valorisé. Et c'est vrai de mon point de vue. Alors, je ne sais pas si la compassion s'est désencastrée du soin, comme on disait que l'économie s'est désencastrée de la société. Je suis assez d'accord avec ce que disait le professeur Carbone. Je pense que c'est pas inné non plus d'avoir de la compassion. Ça dépend du parcours biographique des individus. Et je pense qu'on a rajouté des objectifs contradictoires entre eux à l'intérieur du soin. Bon, ça, c'est un peu ce qu'on a évoqué. Vous disiez que le système ou l'institution pouvait générer des objectifs d'efficacité, du rendement, de la vitesse, ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis vous avez la vocation soignante qui fait qu'en fait on a aussi envie de son contraire et on a aussi envie de formation, on le disait, humanitude, bienveillance, communication thérapeutique, communication non violente. Et je pense que là, nous, notre objectif, c'est aussi de faire prendre conscience qu'il faut que les choses soient à nouveau encastrées pour qu'on puisse faire progresser aussi un certain rapport en fait aux malades, parce qu'on sait, et du coup, tu le sais bien, parce qu'on sait aussi que le soin, c'est aussi une manière d'être dans la société. C'est pas que ce qui se passe à l'intérieur du rapport avec le patient ou avec le malade. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de quand je sors dans la rue, j'agis d'une certaine manière. C'est pas que une compétence professionnelle. Là, il y a aussi une formation. J'allais pas dire la citoyenneté. Ça fait peut-être un peu école primaire, mais il y a quelque chose de la manière de voir le monde aussi. Et c'est, je pense, ça aussi qui nous relie aujourd'hui. Moi, je voulais dire oui, un bien mot sûr, Amos. qui s'inscrit peut-être en dissidence par rapport à ce qui est dit ici, sans vouloir être polémique, mais on va peut-être en parler. Et je ne suis pas sûr que le mot compassion me convient. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que compassion, c'est étymologiquement souffrir avec. Moi, quand je travaille avec un sujet, j'écoute, j'essaie de saisir exactement qu'est-ce que lui il vit de son point de vue à lui. J'essaie de comprendre quelle est sa subjectivité à lui. J'essaie de l'accompagner dans ses impasses qui sont ses impasses à lui. Mais je ne suis pas sûr que je vais souffrir avec lui. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que je serai en position thérapeutique si je rentre dans une logique de compassion. Mais vous êtes là pour l'accompagner alors pour dans cette l'accompagner souffrance. dans sa propre impasse à lui, que je lui laisse déployer depuis ma place. Voilà. Donc il y a quelque chose de l'ordre. Dans la compassion, il y a une identification très importante dans laquelle on se met à la place de l'autre. Voilà. Donc je pense que c'est très important de savoir, depuis ma subjectivité, accueillir la subjectivité d'un autre sans forcément qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'une confusion et de souffrance avec. Donc cette question de compassion, on peut en discuter, mais je pense qu'il faut la penser avant de la poser comme ça, comme un déjà acquis, quoi. Deux choses, peut-être. Dans un premier temps, on n'a pas suffisamment parlé de l'arrivée des techniques médicales et qu'est-ce que ça a fait aux soins et la distance mise par les techniques qui ont permis d'être plus extérieurs à la relation. Aussi les fascinations de la technique qui ont fait que parfois ces techniques, au lieu d'être au service de l'humanité, on se mettait au service de ces techniques. Moi, j'ai parfaitement vu comment ça s'est progressivement, comment ça a vampirisé l'hôpital. L'arrivée d'un certain nombre d'instrumentations et la non-préparation de l'ensemble des personnels vis-à-vis de l'ensemble de ces choses-là. C'était pour tout à l'heure dire que ça avait eu... Et à la fois, il est hors de question de se priver de ces techniques, évidemment. Donc, par contre, je pense que ce n'est pas anodin et qu'il doit y avoir une véritable formation au niveau humain par rapport à ça, parce qu'on est très vite envahi par les performances que ça permet et les fascinations entraînées par les performances. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur la compassion...
Je voulais juste dire par rapport à ça que l'accompagnement n'est pas une compassion. Et accompagner, quand je dis se laisser atteindre, c'est se laisser atteindre en sachant parfaitement que justement la souffrance, c'est quelque chose qui te laisse seul. Ce n'est pas, tu ne peux pas être avec quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui souffre, il raconte sa souffrance, il l'a dit, il l'exprime de 1000 façons. Et ce que tu peux savoir, parce que tu es soignant, c'est le chemin pris par cette personne-là, ce dans quoi il est, parce que tu as une expérience des autres par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle l'ancienneté, le fait d'être senior, voilà. Et à partir de là, c'est une deuxième profession qui n'est pas sanctionnée par un diplôme, mais qui est sanctionnée par le regard des gens à ton égard. C'est-à-dire que pour moi, il y a un diplôme de sage-femme qui se passe, et puis il y a à un moment donné l'ensemble de la population qui te nomme sage-femme. C'est 10 ans ou 15 ans après. Et c'est un deuxième diplôme. Oui, le terme de compassion ne me convient pas tellement non plus. Et il y en a un autre qui est peut-être étymologiquement pas très éloigné, qui est l'empathie en fait. Empathie, mais parce que ça introduit une petite distance quand même, et on n'est pas en train de pleurer avec les gens parce qu'on vient de leur annoncer une maladie incurable, mais on est quand même présent. Et je pense que pour moi, une des grosses difficultés, c'est que c'est pas un comportement qui est unique d'une certaine manière qu'on a appris pour... Par exemple, il y a des tas de cours sur l'annonce du cancer. Comment est-ce qu'on annonce à une personne qu'elle a un cancer? Comment est-ce qu'on annonce une mauvaise nouvelle? Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas une manière de faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir 10 personnes différentes et on va approcher, on va commencer à donner des informations. Et je pense que c'est très important ensuite de s'adapter à la manière dont réagissent les gens. Parce que si on débite un discours alors que la personne est en train de pleurer et n'entend plus du tout ce qu'on dit, ça n'a aucun sens. Donc je pense qu'il faut que le soignant soit capable de s'adapter à la réponse du patient, du malade, dans ce cas particulier, parce qu'il n'y a pas une réponse unique. Et je voulais intervenir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur justement cette personne à qui on demande de prendre des décisions. Là, c'est l'effet pervers de ce qu'on appelle le staff, c'est-à-dire la réunion de consensus médical, où la personne n'est pas confrontée à un humain, mais à un groupe de personnes, un peu comme si on donnait une sentence, comme si c'était un jury. Et ça, je trouve que c'est catastrophique comme manière de communiquer. Il faut que la communication, à un moment, elle soit d'individu à individu, avec justement cette capacité d'écoute et d'adaptation de notre discours à la réaction du malade. Ça, voilà, c'est une forme importante d'humanité du soin, que de ne pas se retrancher, parce que parfois pour les soignants aussi, il faut savoir que c'est pas facile d'annoncer des choses qui sont difficiles et douloureuses, et qu'on a parfois peut-être la tendance de se réfugier derrière le groupe, derrière le staff, derrière une structure médicale qui nous protège un peu justement des éclaboussures, parce que la réaction des gens est douloureuse. Oui, je pense par rapport à la compassion que je pense que c'est important quand même de convoquer cette notion ou ce sentiment, je ne sais pas comment il faut l'appeler, pour justement remettre de l'humain dans la relation de soins. Mais en même temps, je suis d'accord avec vous qu'il y a des limites importantes. Donc il y a des effets secondaires, comme je le disais tout à l'heure. Et je pense vraiment qu'on ne peut pas partager complètement la souffrance de l'autre. Donc je pense qu'on peut en avoir une idée, mais on ne peut pas la partager en fait complètement. Et je pense qu'il faut qu'on en soit très conscient. Et pour moi, ça m'amène plutôt à inciter à une certaine humilité en fait, du soignant et du médecin. Je pense que quelqu'un qui souffre, on s'incline devant lui, mais on ne peut pas prétendre partager sa souffrance avec lui. Et voilà, en tant que professionnel, on fait pour le mieux, on fait ce qu'on peut pour lui, mais en sachant qu'on ne pourra jamais annihiler complètement sa souffrance, bien entendu. Donc je pense que pour moi, ça pousse à beaucoup de modestie, d'humilité. Par rapport à la question de la technique versus l'humain, j'ai quand même l'impression que il est plus temps de se demander de ce qu'on va faire de la technique, mais je pense qu'il faut se demander ce que la technique va faire de nous.
parce qu'il me semble que si on raisonne en disant qu'est-ce qu'on va faire de la technique, on est dans un combat d'arrière-garde. Je pense que on est contre les moulins à vent et que malheureusement on n'y pourra rien. C'est important comme combat, mais je crois que c'est foutu, quoi. Donc je pense que si on veut mettre de l'humain dans le soin, il faut qu'on se demande qu'est-ce que la technique va faire de nous et comment gérer cette société technicienne. Et les patients demandent de la technique aussi, hein. Mais comment gérer ça en essayant de mettre de l'humain dans ce soin? Et la médecine, arrêtez-moi si je me trompe, mais a toujours été considérée comme une science humaine. Pas toujours par les médecins. Alors, pas toujours, mais justement, est-ce que ça a évolué? Quelle est la perception aujourd'hui? Est-ce que si on demande comment décrire justement la médecine, même, j'allais dire, dans une encyclopédie, est-ce que vous pensez qu'elle est toujours décrite comme une science humaine? Juste dire que, évidemment, moi, à chaque fois, je parle de cette partie de la médecine qui est de la physiologie. Hein. Donc, par rapport aux médecins, oui, parce qu'on le rappelle, vous êtes sage-femme. Hein. Oui, c'est une autre dimension. Mais par rapport à ce que vous êtes... du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Excusez-moi. Non, effectivement, je vous posais la question de savoir si, quasiment voilà, de tout temps, on s'est dit la médecine est une science humaine. Est-ce que finalement, aujourd'hui, en 2022, si on ouvre un livre, une encyclopédie, ou pour vous qui êtes professionnel, vous décririez cette science toujours comme humaine? Pour qu'il y ait de l'humain, il faut à la fois qu'il y ait, de mon point de vue, hein, de la science, mais aussi quelque chose dans la molécule, dans l'air, qui soit de l'ordre de l'artistique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, le tableau doit être signé en bas. Ça veut dire quoi qu'un tableau doit être signé en bas? Ça veut dire que ce qui fait l'œuvre d'art fait l'artiste en même temps. Donc, il faut accepter d'être modifié par le tableau et en même temps, si vous préférez, que le tableau modifie l'artiste. Les deux se passent en même temps. Donc, il ne s'agit pas de faire la médecine non signée, il s'agit de signer ces tableaux. Alors, moi, je ne sais pas si je dirais que la médecine est une science humaine, c'est en tout cas une science inexacte, ça c'est sûr, mais c'est une discipline où il y a des aspects techniques qui sont très importants et puis des aspects humains qui sont sûrement encore plus importants. Enfin, je crois qu'on ne peut pas les dissocier, ils sont tous les deux intrinsèques à la médecine. Et si on prend par exemple les préoccupations d'un étudiant en médecine, si je prends ma spécialité, la gynécologie obstétrique, il y a énormément de gestes techniques à apprendre et un jeune interne a comme première préoccupation de savoir bien faire une césarienne, de savoir bien faire un accouchement, de savoir bien faire de la chirurgie gynécologique, et ça demande énormément de temps, énormément de pratique, et on ne peut pas être un bon médecin spécialiste si on n'a pas une maîtrise parfaite de toutes ces techniques. Donc avant tout, je pense, la première vision du jeune médecin, c'est cet aspect technique. Et je dirais qu'on ne peut vraiment se consacrer à l'humain que quand on a cette maîtrise. Enfin, on peut s'y consacrer avant, mais je dirais qu'on a un petit peu plus de temps dans sa tête pour s'y consacrer quand on a déjà cette maîtrise et qu'on a de la pratique vraiment courante et qu'on a justement, on est en direct avec les patients. Souvent, quand on est interne, on se retrouve dans une salle d'opération, on opère, on aide à opérer des personnes qu'on n'a jamais vues, avec qui on n'a jamais discuté. On connaît juste la maladie et on opère un utérus, on opère un sein, on n'opère pas une personne. Quand on devient praticien, on opère des gens qu'on connaît, avec qui on a discuté, dont on connaît un peu l'histoire personnelle et familiale. Et c'est là qu'est l'humain, je pense, mais il est indissociable de la technique, de cette partie un peu plus scientifique. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas une science humaine, c'est une science où l'humain a une part énorme, mais il y a, voilà, c'est très divers et multiple comme spécialité, comme discipline. Frédéric. Oui, c'était juste pour rajouter parce que du coup, votre question, elle était assez large. Et c'est vrai que, à mon sens, mais du coup, je ne suis pas médecin,
Mais déjà, premièrement, ça dépend de la discipline. C'est-à-dire qu'il y a quand même un rapport à l'échec et à l'incertitude qui fonde ce qui est une science dure ou une science qui est plus humaine. Et c'est vrai que si on prend par exemple la gynécologie obstétrique ou la chirurgie cardiaque, on pourrait se dire c'est une science dure. Vu le nombre d'années d'études pour les étudiants, on s'imagine qu'ils apprennent pas forcément que à un aspect relationnel, mais évidemment un aspect qui est très technique. Après, ce que la population aussi ressentit en termes de santé plus générale, c'est que par exemple l'épidémiologie, ces 2 dernières années, nous a quand même montré qu'il y avait des aléas et de l'incertitude, et que là aussi, du coup, on avait un rapport à la décision qui n'était pas forcément fondé uniquement sur des caractères scientifiques. Je vois la psychiatrie ou la psychologie, qu'on pourrait aussi englober dans le champ de la science médicale au sens large. C'est pas le même rapport non plus à la technique, c'est pas le même rapport non plus à l'efficacité du geste du professionnel de santé. Donc c'est vrai que la question, elle apporte une certaine richesse dans sa réponse en fonction de la discipline de santé. Juste une petite digression, je me suis sentie appelée tout à l'heure à défendre la compassion, mon mot de prédilection, parce que en fait la raison est peut-être simple et intéressante à partager. Pourquoi le choix de mots compassion et non pas empathie ou sollicitude ou care ou soin, on en parlera cet après-midi aussi. Comme l'homme a besoin, l'homme du XXIe siècle, des preuves du concret. Alors il y a même des études faites en neurosciences, notamment à Max Planck par Tanja Singer à Leipzig, sur les différentes parties du cerveau qui se déclenchent quand on éprouve de l'empathie ou de la compassion. Et la différence serait, par exemple, éprouver de l'empathie, c'est quelque chose qui n'est pas visible, qui peut être de l'ordre de... On dit souvent éponge. On absorbe des émotions des autres sans s'autoriser de les exprimer d'une manière peut-être très simple, comme toucher la main de quelqu'un. Et que dès que l'émotion est exprimée, donc la partie active de la compassion, comme patio avec l'autre, il y a une partie du cerveau où on voit sur les IRM l'activation des comportements prosociaux. Et avec l'empathie non exprimée, le cortisol, le mécanisme de fuir, de se protéger. Donc je pense que quand même il faut penser à cette différence, parce que notamment c'est celle qui permet de se dire si je m'autorise à une parole, à un geste, parce que la compassion c'est pas qu'une notion mais un geste également et tout simplement, que peut-être déjà dès ce moment-là les choses iront un peu mieux et l'hôpital sera moins vampirisé, comme vous l'avez dit. Je pense que cette expression est géniale. Je pense qu'on est tous d'accord sur l'importance de penser la compassion. Et on vous remercie de mettre l'accent sur cet aspect. Voilà, ce qui est important, c'est qu'on en voit les différentes facettes, il me semble. Sur la question de sciences humaines ou sciences dures, moi je dirais que, enfin personnellement, moi je trouve que j'ai une chance immense d'être médecin, parce que ça me permet de travailler à la fois dans un domaine qui est une science dure et une science humaine. Et c'est très riche. Et je pense qu'à mon sens, il y a les deux. Et je pense que si la médecine n'était qu'une science humaine, ce serait la porte ouverte à des tas de dérives, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui proposent des solutions de soins qui ne sont pas reconnues, bon, qui ont un intérêt dans le sens où il y a du prendre soin derrière ça, hein, bien sûr. Mais à ce moment-là, tout le monde pourrait faire du soin et n'importe quoi. Donc je pense qu'il faut que ce soit aussi une science dure. Maintenant, par rapport à la science dure, il faut toujours avoir à l'esprit que le scientifique, ce n'est pas celui qui a la prétention de tout savoir. Le vrai scientifique, c'est celui qui doute. Et donc, un vrai scientifique n'a pas d'arrogance. En fait, qu'est-ce que c'est qu'être scientifique? C'est dire, voilà, dans l'état actuel des connaissances, dans telle situation précise, dans tel cas, si je fais ça, il va se passer ça. Bon, probablement, le plus probablement, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est ça qui est important. Donc la science, le côté science dure ne signifie pas qu'on a la prétention de tout savoir. Ça veut dire que actuellement, on pense qu'il faut faire comme ça. Mais il y a des tas de choses qui étaient interdites quand j'ai commencé mes études de médecine et qui maintenant sont recommandées. Comme par exemple, prendre un exemple simple, associer de l'aspirine avec un anticoagulant. Quand j'ai commencé mes études, c'était une faute.
Maintenant, quelqu'un qui fait un infarctus, eh bien, il a de l'aspirine et un anticoagulant. Donc il faut être là encore modeste. C'est pas parce qu'on est dans une science qui a un côté science dure que l'on a la prétention de tout savoir. Un vrai scientifique, c'est quelqu'un qui doute, qui justement ne se permet pas de savoir, de dire qu'il sait tout, au contraire. Est-ce que l'on peut dire que prendre soin de l'autre, soin des autres, c'est d'une certaine manière ou à un moment donné aussi prendre un peu soin de soi? Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, ou en tout cas de cette question? Est-ce que vous avez eu dans votre expérience un jour cette idée, voilà, j'ai passé ma journée à faire entre guillemets du bien aux autres, ou en tout cas à les soigner, et ça m'a fait du bien aussi à moi? Juste dire que on a la chance, avec nos métiers, justement, d'être sans arrêt en interaction, Oui. normalement. Et quand je disais se laisser atteindre, quand il y a une possibilité comme ça d'accompagnement au plus loin de l'individu, le nombre de fois où j'ai remercié, je ne sais pas quoi, en me disant, mais ce que tu viens de vivre, ça t'a rendu intelligente. Merci, merci. On a la chance de pouvoir être intelligente dans notre travail par rapport au travail à la chaîne, ou etc. C'est pour ça qu'actuellement, toute la souffrance des soignants, c'est justement quand on les empêche de devenir intelligents et qu'on les met à la chaîne. Et ça, c'est l'inverse de ce qu'ils ont choisi. C'est pour ça qu'ils sont trahis très profondément, parce qu'ils sont humiliés au quotidien à travers les autres, alors que c'est à travers les autres qu'ils pourraient grandir. Oui, rapidement, je pense qu'en fait, il y a une relation qui est assez ambivalente avec le fait d'avoir le souci de l'autre. Moi, ce que je considère, en tout cas, en étudiant la naissance, donc l'accueil d'un nouveau-né, c'est que ça fait quand même du bien d'avoir de l'hétéronomie dans une société où on nous parle en permanence d'autonomie. Il faut quand même se rappeler que la rencontre de l'inconnu ou prendre soin de l'autre, c'est aussi l'hétéronomie qui le permet. On est dépendant, on a un lien, et il y a quelque chose qui est satisfaisant aussi dans ça, de dire qu'on est ensemble. Ça a l'air d'être assez bête comme idée, mais j'y tiens beaucoup, et je pense que voilà, dans ce qu'on a pu étudier sur l'accueil du nouveau-né, de l'accouchement, il y a quelque chose qui se joue là-dedans. Et inversement, on pourrait aussi se dire, je terminerai là-dessus, que prendre soin et se soucier de l'autre, c'est aussi un peu un oubli de soi, et ça aussi, ça fait du bien. Merci. Juste un petit mot pour dire que oui, bien sûr, prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin de soi. Mais je pense que ce n'est pas réservé à la profession soignante. Je pense que dans tout métier, on peut prendre soin des autres et par là même prendre soin de soi. Une enseignante qui prend soin des enfants, d'une certaine façon, elle prend soin d'elle-même aussi. C'est valable dans tous les métiers, je pense. Donc c'est vraiment voilà, plutôt le souci de l'autre, effectivement, et avec tous les aspects que vous avez évoqués qui sont importants. Vous avez décrit tout à l'heure une situation un peu idyllique où on s'est occupé des gens, ça s'est bien passé, le soir on rentre chez soi, on est heureux, on a l'impression d'avoir été utile. On a un peu cette image en miroir de ce qu'on a pu faire, qui est très valorisante. J'en suis persuadé et qui fait vraiment beaucoup de bien. Mais il y a aussi des jours où ça se passe pas bien, et il y a des échecs, il y a des choses qui ne sont pas bien passées, où on a fait tout ce qu'on pouvait, et puis voilà, ça se passe pas bien. Et là aussi, on prend le retour de bâton assez durement. Donc voilà, c'est un métier qui a du sens, et de ce point de vue-là, je trouve que c'est un métier qui est très riche. Et si je devais rechoisir aujourd'hui, si j'étais à nouveau en terminale et que je vais choisir un métier, je ferais sûrement le même. Mais voilà, c'est un métier où l'humain a une part importante, à la fois dans ses côtés positifs et aussi dans ses côtés difficiles et douloureux. Et est-ce que d'une certaine façon, pour le coup, quand il y a des journées qui sont très difficiles, vous devez vous préserver d'une certaine manière aussi pour, entre guillemets, comme vous le disiez, éviter que ce retour de bâton ne soit trop douloureux pour vous, et que le lendemain, vous puissiez revenir à l'hôpital avec le sourire, j'allais dire?
Alors, se préserver, c'est pas un mécanisme comme ça abrupt où on se protège, on blinde et voilà, on est perméable aux émotions, aux douleurs, aux difficultés, à parfois des décès ou des situations très 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 douloureuses. Et surmonter ces passages-là, ça demande du temps. C'est-à-dire que parfois il va falloir une semaine, un mois, et c'est des situations qui parfois, quand elles sont vraiment difficiles, peuvent conduire certains soignants, surtout s'ils sont déjà dans une situation tendue, difficile, à décider de quitter cette profession. Je vois aujourd'hui, on a une très 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 grosse préoccupation de la part de beaucoup de soignants, les médecins sûrement, mais beaucoup plus encore des métiers qui sont moins valorisés dans tous les sens du terme, comme les infirmières par exemple. Les infirmières sont des personnes qui sont au contact permanent des patients et de leurs douleurs, et dans ces difficultés qu'on vient de décrire qui retentissent sur la vie personnelle des gens, des soignants, je pense que c'est encore plus difficilement et douloureusement perçu quand on est déjà dans des conditions de travail difficiles. Et je pense que la perte de cette motivation ou finalement le désir de changer, d'arrêter complètement le soin, aujourd'hui malheureusement devient de plus en plus fréquent, et c'est une vraie préoccupation. Oui, en fait, votre question elle me faisait penser à la discussion qu'on a eue sur la compassion et dont tu parlais tout à l'heure. C'est vrai que d'une manière synthétique, on dit souvent que le soin ou le rapport à l'autre, c'est aussi une certaine distance, ni trop proche, ni trop éloigné, parce qu'il y a quelque chose qui a émergé dans le champ des sciences infirmières, c'est la notion de fatigue de compassion. Et je pense que ce que le professeur Carbone vient d'évoquer est tout à fait vrai, c'est qu'il y a aussi une charge assez élevée dans les soins qui fait que ce rapport-là à l'autre en fait devient lui-même en fait excessif, et donc il faut retrouver la bonne distance. Et trouver la bonne distance, finalement, c'est pas si simple que ça. On en revient à ce que vous disiez, Chantal. Il y a quelque chose carrément de l'art ou d'une éthique personnelle à se dire là je vais trop loin, là je suis trop éloigné. Mais la fatigue de compassion, c'est une thématique qui est effectivement un peu au cœur du soin également. Le curseur est difficile parce que c'est un curseur qu'on ne maîtrise pas en fait. On peut être submergé par les émotions alors que professionnellement on va se dire voilà je vais être un peu plus, un peu moins, mais en fait très souvent on ne le contrôle pas parce qu'il y a des situations qui nous cueillent et face auxquelles on n'est pas préparé et qui font que voilà, on subit la situation, on n'est plus dans le contrôle. Voilà. Je pense en particulier quand on est dans des situations, les personnes qui font des gardes, qui travaillent la nuit, qui ont déjà une charge physique, parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là, l'aspect physique dans le métier de soignant. Je parle en particulier dans les spécialités où il y a une permanence des soins, où on travaille le jour, la nuit, on n'a pas un rythme régulier. On peut être complètement submergé par des émotions que, en temps ordinaire, on pense pouvoir contrôler. Et ça, je crois que ça contribue beaucoup à l'abandon parfois d'un métier que pourtant on a fait avec passion et qu'on voudrait continuer à faire avec passion. Je crois que les conditions de travail... Alors, je vais mettre à part un peu ici les conditions de travail à l'hôpital de Monaco, parce qu'on est quand même assez privilégié par rapport à ce que j'ai connu dans beaucoup d'hôpitaux français. Mais malgré tout, il faut être très attentif à ça. Je pense qu'il faut soigner les soignants. Il faut faire attention à ne pas tirer trop sur la corde et les mettre dans des conditions de travail qui soient propices à justement cet engagement pour les autres qui est indispensable. Tout à fait dans ce sens-là, je suis complètement d'accord, mais juste dire que les soignants sont peut-être les seules parties de la population qui, quand ils vivent un truc vraiment difficile, qui sont de l'ordre du traumatisme, n'est jamais considéré comme traumatique dans ce qu'ils vivent. Et que donc les traitements que n'importe qui peut bénéficier en post-trauma, dans lesquels ils sont perpétuellement, ne sont même pas pensés. Voilà, c'est ça que je voulais dire.